Si tu te reconnais dans cet épisode, si tu te sens fatigué, bloqué, dépassé, je veux que tu retiennes une chose essentielle. C'est que tu n'es pas cassé, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas en retard. Simplement, ton corps essaye de te protéger. Et que aujourd'hui, tu peux arrêter de te battre contre lui et tu peux commencer à l'aider petit à petit à ton rythme. Marion, merci pour cet échange tellement précieux. Et à toi qui écoute, prends soin de ton système nerveux comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à une femme qui en a besoin. Et si tu veux continuer à te reconnecter avec ton corps, eh ben, abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt. Hello les lionnes, bienvenue dans Éclat de soi. Si tu te sens fatigué en permanence, si tu veux te remettre en mouvement mais que tu n'y arrives pas, si tu culpabilises de manquer de motivation, cet épisode va peut-être changer ta façon de voir ton corps. Et si le problème n'était pas ta volonté, mais ton système nerveux? Aujourd'hui, dans Éclat de soi, j'accueille Marion Paré. Hello Marion. Hello! Expert de la régulation du corps, du système nerveux, des hormones et de la performance globale. Marion, avant que je te présente, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Hmm. Bonjour à tous, coucou Manon. Déjà, merci beaucoup de me recevoir, c'est un vrai plaisir. Et pour répondre à tes questions, je me sens au top, en pleine forme. Trop bien. Et oui, que du sourire, donc ça fait plaisir. Au top. Est-ce que je peux te présenter un peu et te saucer? Allez, je t'en prie. Alors Marion, c'est à la fois une grande professionnelle de la santé, c'est aussi une kinésithérapeute. Donc tu as plusieurs casquettes. Kiné, tu es naturopathe, tu es formée en micronutrition pour accompagner les sportifs à atteindre leurs objectifs avec une vision à 360. Donc, connaître, réguler son corps sur le plan nerveux, sur le plan hormonal, donner un maximum de valeur et d'informations. Tu aimes transmettre les informations et d'ailleurs, tu as même créé ton école de naturopathie, Naturaneo, c'est ça. Et Exactement. lui, du coup, tu as cette multicasquette d'entrepreneur où on ne t'arrête plus pour diffuser de l'information et pour aider les sportifs à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur un gros sujet qui touche bah, de nombreuses femmes qui me suivent et que j'accompagne, à savoir cette notion de fatigue et d'épuisement au quotidien qui n'est pas normal. Et on va Non. essayer de les aider à comprendre, déjà, comprendre l'épuisement moderne aujourd'hui qui pèse sur notre société en 2026. Pourquoi autant de femmes sont épuisées aujourd'hui? Ça peut paraître peut-être une question bateau, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui. Donc Marion, est-ce que tu pourrais pour commencer, nous expliquer un petit peu pourquoi, par rapport à ton prisme à toi, autant de femmes sont épuisées aujourd'hui. Ouais, complètement. Déjà, bah, merci pour cette petite introduction. Et pourquoi autant de femmes sont épuisées aujourd'hui? La réponse globale, c'est parce qu'on a un mode de vie qui ne correspond pas à notre physiologie. Et on a une physiologie, en tout cas, sinon on peut le voir dans ce sens-là aussi, qui n'est pas adaptée au mode de vie qu'on a aujourd'hui, à savoir un mode de vie qui est hyper stimulant et qui fait qu'on est toujours dans l'action, là où on a un système nerveux qui est fait pour répondre au stress, qui est capable d'encaisser le stress, mais qui n'est pas fait pour être exposé à un stress de manière chronique. Et si on s'intéresse un petit peu plus au côté physiologique, en fait, notre système nerveux autonome, il a un peu deux modes. Il a un mode action et un mode repos, récup. Et le corps va avoir un peu, bah, c'est comme s'il avait deux équipes d'ouvriers différentes qui vont faire des tâches différentes. Et il n'est pas fait pour être tout le temps en mode action. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une accumulation de différentes sources de stress qui font que notre corps, il est tout le temps en mode action, tout le temps sollicité. Et la différence entre les hommes et les femmes, elle va se faire justement d'un point de vue hormonal
et la femme va être plus sensible à ces différents niveaux de stress. Elle a un système nerveux et hormonal qui va se mettre en alerte plus vite. Donc on va dire qu'en tant que femme, on va encore plus subir ce mode de vie qui n'est pas adapté à nos besoins aujourd'hui. Ouais, je vois effectivement ce que tu veux dire sur ce plan-là, puisque j'ai fait partie des personnes qui t'ont contacté suite à une baisse claire de mes performances en course à pied et un manque clair de compréhension à ce niveau-là, malgré le fait que on ait des diplômes, on a toujours, il y a toujours des choses sur soi-même qu'on ne comprend pas toujours malgré les connaissances. Et justement, c'est quoi un système nerveux saturé, selon... Alors ça, ouais, ça va pouvoir s'exprimer à plusieurs niveaux. Là, la première réponse que je t'ai donnée, c'est vraiment d'un point de vue externe. J'ai envie de dire, donc, qu'est-ce qui fait de manière externe on a un système nerveux qui va être épuisé. Un système nerveux saturé, c'est un système nerveux qui a plus justement cette capacité de passer d'un mode à l'autre, qui a plus la capacité de passer du mode action au mode repos. Et en fait, la sursollicitation de ce système nerveux va nous faire passer par plusieurs phases. Notre corps, il est vraiment fait pour s'adapter à la base et il va le faire autant que possible. Et il est également programmé pour qu'on survive. Donc, il est fait pour faire face à des stress. Donc, en tant que femme dans la vie de tous les jours, quand on va être exposé à des stress importants, et on pourra creuser un peu si tu veux après les différents types de stress parce que je pense qu'il y a aussi une grosse mécompréhension autour de ce que c'est que le stress, qui est loin d'être uniquement de l'anxiété. Mais voilà, quand on va s'exposer à différents types de stress, le corps, dans un premier temps, il va répondre. Et si ce stress, il est chronique, donc si ces événements ou ces éléments qui demandent à notre système nerveux de se mettre en mode action sont permanents, dans un premier temps, le système nerveux, il va avoir la capacité de répondre. Donc on va avoir une première phase où le système nerveux, il va être un peu bloqué en mode action. Il va être tout le temps en mode action. Il va se dire, lui, sa traduction, ça va être, elle fait face à un danger, même si pour nous, c'est pas un danger de vie ou de mort comme ça aurait pu l'être il y a quelques milliers d'années. Mais voilà, le corps va détecter une forme de stress et de danger et va produire certaines hormones pour y faire face. Donc on va avoir cette première phase où le système nerveux va être saturé dans le mode, en mode tout le temps sympathique et en mode tout le temps action, action, action. Sauf qu'au bout d'un moment, si cette exposition au stress continue, notre système nerveux, lui, il va commencer à fatiguer. Et on va commencer à dépasser ses capacités d'adaptation. Et là, on a plus une fatigue qui va commencer à apparaître et on va avoir plus de mal à se lever le matin. Et petit à petit, on va aller dans différentes phases de fatigue qui peuvent aller jusqu'au burn-out, qui est vraiment la phase extrême et qui fait que là, le système nerveux, il va plus avoir la capacité de passer en mode action, en mode sympathique et de produire ces hormones qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Donc, suivant les phases où on en est de fatigue, ça va s'exprimer par des symptômes différents. Mais pour répondre de manière globale à la question de voilà, dans quel cas il est saturé, c'est à partir du moment où on n'a plus cette capacité de passer d'un mode action à un mode repos. Donc soit on est dans cette roue de hamster et cette sensation que un peu d'euphorie permanente, qu'on n'arrive plus à s'arrêter, on va avoir du mal à dormir, etc. Soit au contraire, on est complètement à plat et on n'arrive plus à faire face à un stress, on a l'impression que tout pèse une tonne. Dans ces cas-là, c'est que on dépasse les capacités d'adaptation de notre système nerveux. Hmm. Oui, et sentiment de que tout pèse une tonne et que c'est lourd, c'est un mot qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir avec mes clientes ou avec mon audience sur Instagram quand je parle avec les femmes. Il y a vraiment ce côté je me sens lourde, débordée aussi, du mal enfin, avec un certain brouillard mental qui fait qu'elles sont du coup dans cette espèce de cercle vicieux où elles sont désorganisées, débordées, où tout, effectivement, le moindre petit stress peut avoir des proportions énormes parce que du mal en fait à gérer. Et en fait, bah, c'est le système nerveux qui a du mal à s'auto-réguler parce qu'il est tout le temps en mode action et du coup il n'arrive plus à traiter les informations qui sont prioritaires ou qui ne le sont pas. C'est comme s'il avait plus ce rôle de filtre en fait pour savoir ce sur quoi on a besoin de se concentrer dans une journée, par exemple. Et tu te disais effectivement qu'il y avait une méconnaissance des différents types de stress, parce que c'est vrai que stress, c'est un mot où on peut en faire un peu un abus de langage dans le fait de dire bah,
Ouais, bah t'as mal au ventre, bah, c'est parce que t'es stressé. Bah t'es Hmm, fatigué, oui, mais t'es stressé. Euh, je pense qu'on a tendance à mettre ça dans un gros sac où on met tout le monde dans le même panier, on met le stress dans le même panier, alors qu'en fait, il y a plusieurs types de stress. Et quand on comprend effectivement tous les stress sur lesquels on fait face avec dans notre quotidien, ça permet de mieux comprendre pourquoi en fait on est fatigué et qu'est-ce qui régit ça. Du coup, effectivement, je veux bien qu'on approfondisse ça et expliquer un petit peu les différents types de stress et notamment quand on est une femme, qu'on a du coup bah, une gestion du stress par rapport aux hommes qui est plus sensible. Et puis par rapport au fait qu'également on fasse du sport et qu'on fasse du sport notamment d'endurance type course à pied. complètement. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais avant sur la sensation d'être débordé, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient et il y a limite un sentiment de culpabilité par rapport à ça, parce que quand il y a une fatigue physique, on va se dire qu'il peut y avoir un problème physique. Quand c'est plus de l'ordre de troubles de l'humeur ou de la concentration ou psychique, on va plus avoir tendance à soit se dire que c'est dans notre tête, soit chercher dans notre vie ce qui va pas, à se dire mais faut que je change de travail, faut que je me sépare, enfin tu vois, à chercher sur des facteurs externes. Et je pense que c'est important de préciser que tout ça c'est régi par nos hormones aussi, et qu'en fait les hormones qui nous permettent, les hormones du stress, elles sont produites quand le corps ou le cerveau détecte une forme de danger quelconque, justement on va en parler, et elles nous permettent de faire face au stress. Et ce côté, j'ai l'impression que tout pèse une tonne, je pleure hyper facilement par rapport à avant, j'arrive plus à gérer, c'est parce que physiologiquement, vous n'arrivez plus à produire les hormones qui vous permettent de faire face à ce danger. Et du coup, il y a une perception du danger des événements qui est complètement biaisée et différente. Et c'est aussi des hormones qui, en tant que telles, ont un rôle dans notre capacité à mémoriser, dans notre capacité à se concentrer, à être focus, à être présente aussi. Et quand ces hormones sont produites en quantité vraiment trop peu importante, bah, ça va impacter notre capacité à retenir, à être focus, à être attentive, réactive d'un point de vue psychique aussi. Donc voilà, si ça peut déculpabiliser plein de monde et encourager aussi les femmes à se dire, mais en fait, peut-être que hormonalement, il y a quelque chose qui fait que j'arrive plus à faire face, je pense que c'est voilà, c'est une précision qui, qui est importante par rapport à ce que tu disais. Et je sais pas si tu veux rebondir Ah là-dessus oui. avant qu'on parle des Ouais. formes de stress. Oui, Ou je voulais juste rebondir sur le fait que c'est en ayant moi, pris conscience que j'avais cette forme, enfin, ces formes de stress pour mon propre cas, ça m'a soulagée et ça m'a permis de déculpabiliser et de me dire, ok, bon, maintenant que tu as cette compréhension, que tu sais que c'est régi par plusieurs choses dans ta vie et que c'est pas toi qui est complètement à côté de la plaque, c'est juste que ça s'explique sur le plan biologique et hormonal en fait, exactement. bah maintenant, quelles sont les solutions pour que tu ailles dans le sens de ce que ton corps a besoin? Donc oui, c'était pour simplement rebondir sur mon propre cas que je crée beaucoup trop de cortisol, et on va en parler, je pense. Et du coup, ça m'a épuisée. On a pu le voir sur ma biologie, ma prise de sang. Complètement. Complètement. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport aux différents types de stress, personnellement, par exemple, avant d'étudier tout ça, j'avais vraiment une confusion et je pensais que le stress était de l'anxiété. Et je suis quelqu'un, j'ai un tempérament qui est pas anxieux dans le sens où je vais pas me faire du souci en avance pour des problèmes qui, tu vois, qui sont pas encore forcément là ou des choses comme ça. J'ai pas tendance à me faire du souci en excès, donc je me disais, ben non, je suis pas du tout, je suis quelqu'un de chill, je suis pas stressée. Et en fait, j'avais un mode de vie où je bossais en tant qu'iné 12 heures par jour, je prenais pas le temps de manger, j'étais à 5 6 cafés par jour, je m'entraînais en crossfit le soir à 20h30 par-dessus ça, 5 fois par Oh. semaine, tu vois. J'avais pas de mode pause du tout. Et en fait, le stress, c'est tout ce qui va demander au corps de enfin, de réagir et de s'adapter, tout ce qui peut potentiellement représenter un danger. Donc, il va y avoir le stress d'un point de vue physique, notamment chez la sportive, justement, parce que ben, on va sortir de notre zone de confort. Donc, on va pousser le corps dans quelque chose qui est inconfortable. Donc, on va lui demander une adaptation qui est bénéfique dans la mesure où il y a cette marge d'adaptation et où c'est pas. En fait, le problème, ça va être l'accumulation de facteurs. C'est ce qu'on va voir. Donc, le stress lié au sport de manière isolée, il est extrêmement bénéfique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des vies où on accumule plein de types de stress.
parfois conscients, parfois inconscients, qui font que pour le corps, ça fait trop. Et en fait, on a vraiment un cerveau pour tout gérer et ces types de stress, même s'ils ont des sources différentes, ils vont s'accumuler et ils vont engendrer la production des mêmes hormones du stress. Donc on a ce stress physique, on va avoir le stress mental qui va être lié par exemple à tout ce qui est charge mentale, donc le fait d'être tout le temps en train de penser, prévoir. Et voilà, on est dans une société où ça a tant évolué, c'est pas pareil dans tous les foyers, mais où la femme a généralement une charge mentale assez importante et on est un peu câblé comme ça, je crois, aussi à avoir ce côté prévoyance, etc. Donc que ce soit professionnel, que ce soit familial, par rapport à son couple, par rapport aux enfants, peu importe, tout ce qui vous demande voilà, d'avoir ce petit vélo dans la tête et d'être en train de penser, d'anticiper, il y a ce côté un peu être en alerte. Ça va représenter une forme de stress aussi. On va avoir le stress émotionnel. Mm. Il y a certaines émotions quand on vit des choses, soit des choses, des chocs, des traumas, soit même juste des émotions comme la colère, la tristesse qui vont, pareil, entraîner la production de certaines hormones. Ça peut représenter, ça va être une forme de stress. Et un stress dont on parle beaucoup trop peu et qui pourtant fait vraiment des dégâts, c'est notamment le stress métabolique. Donc quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins et de manière Mm. chronique, donc pas juste un repas, mais de manière répétée, encore une fois que ce soit volontaire dans le cadre d'un régime ou dans le cadre ou involontaire dans le cadre de juste j'ai pas conscience en fait de mes besoins et je les couvre pas. Ça va représenter un vrai stress pour l'organisme qui va entraîner une production d'hormones du stress comme ça un peu constante et qui va vraiment fatiguer le système nerveux. Euh, Parce que on n'apporte pas assez de fuel et d'énergie par rapport à ce qu'on dépense. Et c'est un peu comme si vous rouliez en permanence sur la réserve. Mm. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous attendez vraiment, vous jouez avec la limite de la réserve de la voiture pour aller faire le plein. Voilà, il y a des fois un petit stress quand même de se dire, ouais, est-ce que je vais y arriver? Si le corps il vit sur ce stress pendant des mois, des mois, des mois, le système nerveux il va commencer à s'adapter et le système hormonal va commencer à s'adapter aussi pour vous protéger et va se dire, bah là les gars, au lieu de brûler le peu de fuel qu'on a, on va bien le stocker, puis on va mettre tout le corps au ralenti, on va diminuer la production d'énergie. Donc en termes de symptômes, ça va engendrer de la fatigue. Mm. Oui, et donc cette fameuse cascade hormonale où au final la thyroïde va ralentir et donc va ralentir les fonctions de sécrétion digestive, etc. En tout cas, que j'ai pu mettre en lumière vis-à-vis de mon propre cas, que en fait Expérimenté. tout ce ralentissement métabolique était lié au fait. Ouais, qui était lié au fait que finalement c'est le manque de fuel et le fait d'être constamment sur la réserve et d'avoir un stress chronique lié à ce stress métabolique aussi, tu vois, qui s'ajoute au reste, mais euh, tempérament anxieux de base, plus système nerveux un peu en PLS et un manque d'apport calorique, ça génère plusieurs types de stress et accumulé, on comprend en fait qu'il y ait cette fatigue-là qui s'installe et que ce soit une fatigue finalement générale et je peux me permettre de dire moderne puisque par rapport à nos vies actuelles et au stress et à la charge mentale que nous les femmes nous avons, effectivement ça s'explique. Euh, ouais, t'es toujours avec moi, Marion? Complètement. Ça a coupé. Alors je suis partie un tout petit peu, mais ça y est, je suis revenue. Ok, Tu m'entends? très bien. Ok. Non, je disais simplement qu'effectivement, ouais, je t'entends. Je faisais le parallèle avec ce que j'ai pu comprendre, parce que je sais que beaucoup de femmes s'identifient aussi à moi, et donc si ça peut leur permettre d'avoir un tableau concret devant elles, je disais que tempérament anxieux de base pour moi, donc quelqu'un de relativement stressé, qui se fait du souci pour le coup, qui a tendance à anticiper des scénarios qui ne se sont pas passés, dans l'anticipation et dans la prévoyance de tout, donc stress, charge mentale, d'autant plus quand on a une activité professionnelle très prenante, l'entrepreneuriat, voilà, c'est très prenant Hmm. aussi, même si on adore ce qu'on fait, ça reste beaucoup de stress. Euh,
l'organisation, voilà, de l'anticipation, des prises de décision. Donc, on est dans l'action quand on est active sur le plan professionnel, on est dans l'action tout le temps. On a des responsabilités, donc c'est pas quelque chose qui se minimise en fait au niveau du stress. Et quand en plus tu as le tableau de la sportive qui ne se nourrit pas des vrais besoins de son corps sur le plan calorique, il y a un stress métabolique installé. Et tu disais qu'il était sous-coté, bah en effet, puisque pendant de longues années, depuis le temps que je pratique la course à pied, ça fait 19 ans, je me suis rendu compte au bout de 19 ans que je mangeais pas à mes besoins et que j'ai stressé mon corps de manière excessive pendant des années. Donc ça s'est installé sous cette forme chronique. Et donc derrière les dérèglements et le fait, tu sais, d'avoir pris du poids aussi de manière non maîtrisée, euh, bah, ça m'a fait aussi l'écho de ce phénomène de ralentissement hormonal en fait, enfin de ralentissement métabolique. Donc ça, on pourrait en parler aussi, peut-être faire un parallèle avec ça. Du coup, le fait que on est, parce que ça, c'est vraiment un sujet, ça. Pour moi, ça me semble vraiment important d'en parler et que les filles, les femmes qui nous écoutent puissent comprendre aussi pourquoi elles ont pas les résultats qu'elles souhaitent sur le plan de leur physique, donc sur le plan de leur bien-être corporel, que ce soit s'affiner, la silhouette, l'image qu'elles ont d'elles dans le miroir et tout simplement le fait d'avoir envie de perdre du poids mais de ne pas y arriver. Euh, Bah, c'est un gros sujet, je pense que bah, c'est lié tout simplement à ce phénomène de stress métabolique et de manque de fuel qui fait que notre corps se met en mode survie. Voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup le mécanisme qui en découle? Ouais, complètement. Et je pense que c'est vraiment une grosse cause de déséquilibre hormonal et en fait ces standards physiques que beaucoup de femmes s'imposent. Et je parle pas du fait de c'est hyper important d'être bien dans son corps, etc. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des extrêmes où il y a en tout cas l'objectif et le focus est plus sur comment je peux rentrer absolument dans ce physique et qui parfois est un physique qui correspond pas à notre morphologie et pas à notre physiologie, plutôt que comment je peux prendre soin de ma santé. Et il y a plusieurs choses à comprendre à ce niveau-là. La première, c'est que un corps qui arrive à perdre du poids pour atteindre un poids sain, c'est un corps qui est en bonne santé et un corps auquel enfin, qui a ses besoins, je dis la phrase qui se fait pas dans le bon sens, mais auquel on répond aux besoins. En fait, on répond aux besoins de ce corps-là, donc il est capable de brûler du gras, etc. Le corps, il est fait pour survivre avant tout. Donc lui, son objectif, ça va vraiment être ça, ça va vraiment être la survie. Et quand on a un système nerveux qui est trop sollicité ou qui a un danger qui est perçu de manière trop importante, le corps, il va vraiment se mettre en mode économie, en mode protection. Et du coup, ce qui est compliqué souvent à comprendre chez les sportifs, c'est que cette histoire enfin, ce principe de balance calorique, dans lequel manger moins que ce qu'on consomme fait perdre du poids, est vrai, mais est vrai dans un contexte hormonal qui est sain. À partir du moment où tout le corps est en mode survie alerte, les hormones et le devenir de ce que vous allez manger va plus être le même. Et il va y avoir une perturbation de la transformation et de qu'est-ce qu'on fait de ces calories que vous consommez. Donc, c'est difficile à entendre parfois parce qu'il y a des sportifs qui me consultent pour, bah voilà, je veux perdre du poids, je sens que j'ai pris du poids, je me sens pas bien dans mon corps et souvent il y a un phénomène de rétention d'eau qui s'accompagne avec ça. Donc c'est pas juste j'ai pris du poids, c'est en plus je sens que voilà, il y a un inconfort dans son corps qui est pas agréable à vivre. Et paradoxalement, la cause du problème, c'est je ne mange pas assez depuis des années, donc mon corps est dans un état de stress pas possible. Donc la solution du problème, c'est remonter les calories de manière équilibrée, non pas pour... c'est ce que vraiment j'essaye de faire comprendre, c'est que je ne vous fais pas remonter les calories pour vous faire prendre du poids ou parce que j'ai pas entendu votre demande et que moi je veux que vous soyez dans un corps qui vous convient pas ou quoi. C'est juste là votre corps, ce dont il a besoin dans un premier temps, c'est retrouver ce sentiment de sécurité qui l'autorise à relancer son métabolisme, reproduire de l'énergie, etc. Donc le corps est bien fait et il est fait pour survivre. Et en fait, quand on est dans ce mode
alerte et ce gros mode de stress, c'est comme si vous accélériez en permanence, bah, le corps il va se mettre à freiner. Il va appuyer sur la pédale de frein pour rebalancer, pour pas que vous alliez droit dans le mur en gros. Donc quand on a un système nerveux soit qui est sursollicité, et quand on zoome d'un point de vue physiologique et hormonal, on comprend ce qui se passe. Quand il y a des niveaux de cortisol qui sont trop hauts, par exemple, le corps va produire une fausse hormone thyroïdienne T3 qui va aller boucher les récepteurs à la T3, qui va empêcher nos vraies hormones thyroïdiennes d'aller se fixer dessus. Ça s'appelle la T3 reverse. Donc en fait, il y a vraiment un mécanisme qui se met en place d'adaptation d'un point de vue physiologique. Et de la même façon, quand le cortisol est effondré, donc quand on est dans une phase un petit peu plus loin où là on n'arrive plus à produire d'hormones du stress correctement, au bon moment et suffisamment, le corps va aussi capter ses niveaux de cortisol bas et pareil, il va réduire la vitesse à laquelle il brûle de l'énergie, il produit de l'énergie. Donc, avant tout, un corps qui, surtout chez la sportive, vous bougez, vous faites du sport, à partir du moment où votre corps est dans un état hormonal sain et équilibré, le poids, il n'y a pas de raison qu'il soit pas équilibré. Donc c'est vraiment la priorité, c'est d'apporter à mon corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse bah, retrouver son équilibre et non seulement brûler du gras, mais surtout produire de l'énergie à partir des calories que j'ingère pour avoir de l'énergie pour mon sport, pour ma vie. Ouais, 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 clairement. En effet, et cette recherche d'équilibre, elle est pas innée et elle est pas simple à trouver pour pouvoir savoir, tu vois, en plus, si je vais parler avec la course à pied, avoir un corps léger, mais à la fois un corps puissant, solide, donc avoir suffisamment de poids sur la balance, donc, mais de poids de masse musculaire, avoir une bonne répartition corporelle pour que la performance que l'on souhaite avoir dans ces baskets, elles suivent aussi la physiologie de notre corps. Et c'est pas. Je pense que ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, de connaître son poids et son rapport poids-légèreté, notamment dans des disciplines qui demandent d'avoir un poids plutôt léger. Et c'est vrai que ce sentiment de lourdeur pèse à la fois sur le côté effectivement inconfort corporel, mais aussi psychologiquement. Forcément, quand on se sent lourde et inconfortable, ça pèse en fait Mm. au niveau mental. Donc c'est vraiment, du coup, ça épuise notre système nerveux. Parce que tu as fait le parallèle avec le fait que nos émotions, la colère, la tristesse, ces émotions fortes ont tendance du coup à épuiser une partie de notre système nerveux autonome. Donc tout ça, c'est vraiment corrélé quoi. On peut faire des associations et se dire que ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sur ce terrain-là, qui est un terrain généralement, nous les femmes, on est dans l'émotionnel, donc on est très sensible en fait du coup à tous ces facteurs. Donc plus on va être dans cette recherche d'équilibre, plus finalement, même si on fait pas parfait, bah, l'essentiel c'est d'avancer et puis de mettre en place des choses au fur et à mesure. Donc ça c'est le message que je vous transmets aussi les filles parce que vous nous écoutez aujourd'hui et on parle de ce sujet de fatigue mais qui englobe finalement enfin, je veux dire, un mal-être qui est vraiment profond. Donc, il faut pouvoir aussi savoir comment agir dessus. Et justement, du coup, Marion, déjà, quels sont les signes invisibles d'un corps qui est en surcharge? Mais ça, on a commencé un peu à en parler. Le fait d'avoir voilà, de la fatigue, de ne pas arriver à se lever le matin. Il y a aussi le fait de pas arriver à brûler des calories et à perdre du poids. Enfin, ça, c'est un signe aussi. Mais voilà, est-ce que tu pourrais préciser pour essayer de donner davantage de pistes? Ouais, bien sûr. Bah, le truc, c'est que tout va être impacté de manière plus ou moins directe par un système nerveux qui se dérègle parce que le système nerveux, c'est vraiment, le système nerveux hormonal, ils sont complètement liés, c'est vraiment les moyens de communication de l'organisme. Donc, ça va donner les ordres au niveau de l'organisme et ça va réguler toutes les fonctions. Donc, tout le corps répond en fait à ce système de commande. Donc, quand la commande en elle-même est déréglée, tout est susceptible d'être impacté. Pour autant, bon, la fatigue, je pense que ça va être un des premiers symptômes. Ça peut être lié à énormément de choses, mais malgré tout, la fatigue, ça va être un symptôme.
pour le coup, le côté hyper euphorique et j'ai l'impression d'être dans cette roue de hamster qui, voilà, il n'y a pas de bouton stop, je ne sais pas où trouver le bouton stop, ça va aussi être un symptôme, c'est juste qu'on sera à une phase différente de la fatigue nerveuse. On sera à une phase où le corps arrive encore à s'adapter et à produire des hormones du stress. Euh, et en fait, quand on arrive dans ce mode où on n'arrive plus à switcher d'un mode à l'autre, il y a un peu un mode automatique qui se met parce que bah, le cerveau consomme beaucoup d'énergie et quand il n'y a plus beaucoup d'énergie, on se met en mode automatique justement. Et du coup, on va avoir l'impression d'être un peu déconnecté de soi-même, donc on va avoir l'impression d'être moins présent aussi. Donc il y a vraiment un impact dans la vie de tous les jours. Voilà, sur les symptômes plus physiques. On peut avoir de la perte de cheveux ou même la qualité des cheveux qui va commencer à varier. En fait, on va avoir les symptômes liés au système nerveux et les symptômes liés au système hormonal et notamment la thyroïde qui vont arriver plus ou moins en même temps parce que bah, les deux vont s'impacter. Donc parmi les symptômes qui vont plutôt être liés à la thyroïde mais qui vont être une conséquence de cette fatigue, il va y avoir la frilosité aussi, la tendance à avoir les extrémités froides, les pieds, les mains qui ont du mal à se réchauffer. Euh, on va avoir le brouillard mental, les troubles de la mémoire, enfin l'impression que on n'imprime plus, qu'on oublie, qu'on a du mal à se concentrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui impacte et qui inquiète. Je me rends compte de plus en plus. C'est pas rare que j'ai des femmes qui, quand je pose cette question, pas de manière innocente, mais tu vois, moi, enfin, je pose cette question parmi la liste de symptômes, d'avoir des femmes qui font dans larmes et qui me disent, mais ça m'inquiète, enfin, je sais que je suis pas bête, ou je sais que normalement j'arrive à me concentrer, mais là, j'arrive plus à réfléchir et qui s'inquiètent parce que bah, c'est vrai que tu te dis, tu vois, d'un point de vue neurologique, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et en fait, bah non, les hormones de notre système nerveux, elles agissent, enfin, elles impactent vraiment notre capacité à mémoriser, à se concentrer, etc. Donc ça va être un symptôme important. On en a parlé, le fait de d'avoir d'avoir l'impression que tout pèse une tonne, de pleurer peut-être plus facilement, d'avoir l'impression que des situations qui normalement, voilà, sont pas un problème. Je prends un exemple exagéré, mais je casse un verre, c'est la fin du monde, alors que normalement, bon, je casse un verre, je ramasse le verre et voilà, on s'en remet entre guillemets. Ça va être un symptôme important aussi. Et chez la femme, quelque chose qui est très intéressant à observer, ça va être le cycle menstruel, qui à nouveau va être une conséquence d'un système nerveux qui est dérégulé. Donc, surtout chez les femmes qui n'ont pas de contraceptif hormonal, parce que le contraceptif hormonal va masquer certains symptômes, voilà, ça va pas vraiment être valable dans un contexte de pilule ou de choses comme ça. Mais pour les femmes qui n'ont pas de contraceptif hormonal, donc soit qui observent leur cycle, soit qui ont un stérilet au cuivre, par exemple, le, les symptômes, tout ce qui est syndrome prémenstruel, donc tous les symptômes désagréables que vous pouvez avoir en fin de cycle, voire des fois dès la moitié du cycle, ou les symptômes désagréables pendant les règles, que ce soit de la fatigue, l'irritabilité, des règles hyper abondantes, des spottings, donc des pertes de sang en fin de cycle, des douleurs, des tensions mammaires, vraiment des grosses fringales de sucre, tous ces symptômes-là vont aussi être une conséquence de la fatigue nerveuse ou du fait qu'on mange pas assez ou du fait qu'on s'entraîne trop, mais au final, tout ça, ça va impacter notre système nerveux. Mm. Donc, il y a plein de symptômes. Ça va être dur d'être exhaustive. Ça peut Mm. aussi dérégler les fonctions digestives parce que notre corps, il est fait pour... Déjà, il lui faut de l'énergie pour digérer. Et il est fait pour digérer quand il est en mode sympathique, donc en mode repos. Donc une femme qui est tout le temps en mode action, son corps, il va se dire, mais là on est en train de fuir, il y a un danger, c'est pas du tout le moment de digérer tranquille, pépère ce qu'elle vient de manger. Donc on va avoir du mal à digérer. Et une femme qui est épuisée, elle va aussi avoir du mal à digérer, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'énergie pour digérer correctement. Euh, Ça va impacter notre sommeil, parce que si les hormones du stress sont hautes tout le temps, donc dans la phase où on est encore capable de s'adapter, on va avoir des hormones du stress qui sont hautes, le corps, encore une fois, il est dans le message, lui, qu'il reçoit, c'est il y a un danger. Je suis en alerte. Et du coup, on peut pas à la fois faire le guet et à la fois dormir profondément. Et du coup, s'il y a un danger qui est détecté, le corps il va se mettre en mode bah c'est moi qui fais le guet et je dors un peu que d'une oreille parce que j'ai le système alerte en fait qui est allumé donc ça va perturber notre sommeil aussi.
voilà, je pourrais encore citer pas mal Mm. de symptômes. Je pense que j'ai résumé les principaux. Et bien sûr, dans le cas de la sportive, il va y avoir les baisses de performance. Euh, Mm. Parce que la priorité, ça va pas du tout être de performer pour le corps, ça va être de maintenir ses fonctions déjà vitales en Mm. gros. Ouais. Oui, bien sûr. Du coup, forcément, ça fait sens puisque si tu digères pas bien, bah, du coup, tu as du mal à assimiler ce que tu manges. Forcément, hein, si en haut c'est moins bien digéré, forcément en bas pour absorber et assimiler ça. Voilà, donc ça veut dire que bah, l'énergie en fait que tu es censé donner à ton corps, bah, tu en profites pas à 100%. Tu brûles pas les calories comme tu devrais les. Enfin, tu ne produis pas l'énergie comme tu devrais la produire. Donc du coup, t'as plus de mal à récupérer. Pareil, si t'as des troubles du sommeil, bah tu peux pas avoir ces phénomènes de surcompensation liés à l'entraînement, donc tu as moins de progression et voire même une baisse des performances parce que la quantification et la charge d'entraînement sont trop lourdes et que l'énergie n'est pas disponible pour ça. Enfin, du coup, ça fait faire vraiment effectivement des parallèles à tout ça. Et en fait, c'est ce qu'on peut résumer par rapport à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est une accumulation de différents stress qui viennent en fait générer ce surmenage et cette fatigue chronique s'il n'y a pas au moins un des facteurs stress que tu changes ou que tu améliores, bah ça continue comme ça et le corps reste toujours dans ce mécanisme premier qui est la survie et la protection, puisque nos ancêtres étaient, en survie, eux, pour le coup, véritablement, pour se nourrir et voilà, pour leur vie, quoi. Donc, on est quand même des êtres humains très complexes et le corps humain est une machine incroyable qui est effectivement connectée avec différents en fait, systèmes. On a différents systèmes et effectivement, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que on a différents systèmes et que nos systèmes communiquent les uns avec les autres de manière plutôt fine, avec des petites... voilà, si on va vraiment chercher à venir créer l'entonnoir, si on veut chercher les fonctions biochimiques, on pourrait aller loin, mais c'est pas l'objectif du podcast aujourd'hui. Mais effectivement, c'est passionnant de se dire, ok, à l'intérieur de mon corps, physiologiquement, il y a plein de choses qui se passent, mais comme c'est silencieux, et si je le sais pas, bah, je ne peux pas forcément savoir que je suis en mode survie. C'était d'où ma question de c'est quoi les signes en fait pour savoir si tu l'es. Et donc du coup là le fait que tu aies dit ça, même si ça paraît être des signes généraux, bah sachez les filles que ce n'est pas normal de vous retrouver dans ce genre de situation au quotidien. Et pour terminer justement, comment justement une femme peut reconnaître qu'elle est en mode survie sans le savoir? Est-ce que du coup, bah, c'est se poser la question tout simplement de oui, alors je regarde mon cycle menstruel, il y a ça, traquer son cycle menstruel. Est-ce que voilà, je suis fatiguée le matin au réveil, que j'arrive pas à démarrer, est-ce que c'est un signe? Enfin voilà, comment reconnaître en fait? Je dirais qu'il y a le côté chronique. Déjà, faut bien se dire que c'est pas parce qu'un jour on est fatigué, effectivement, que c'est forcément un déséquilibre ou quoi. Mais si c'est une fatigue où tous les matins je galère à me lever sur une longue période, voilà, il faut pas considérer ça comme normal. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on nous apprend pas ça à l'école et c'est des choses qui, bon, en fait, on n'apprend pas à comprendre son corps, justement, à comprendre les différents symptômes. Et en médecine, comme tu le disais, beaucoup, on a tendance à entendre, bah, c'est le stress, point, au tel point qu'on se dit il a bon dos et du coup, dès qu'on entend c'est le stress, on se dit ben non, ça peut pas être ça, c'est pas si simple et c'est un peu une excuse, alors que quand on creuse physiologiquement, on se rend compte que ben si, en fait, l'exposition à un stress de manière chronique, ça va être problématique. Donc on peut déjà, en fait, il y a les facteurs externes et il y a les symptômes. D'un point de vue externe, se dire, j'observe un peu ma vie, les piliers dont on a parlé, est-ce que je mange suffisamment, est-ce que j'ai des moments où je ralentis, où je fais des pauses, ou est-ce que je suis tout le temps en mode on, comment est mon sommeil. Et puis, il y a, bon, aujourd'hui en plus, il y a les écrans qui font qu'on est en stimulation permanente. Quelque chose dont on n'a pas Ouais. parlé aussi, c'est les excitants. Mm. Les excitants qui vont, ben, c'est comme si on mettait un gros coup de fouet sur le système nerveux, le café ou le pré-workout. D'une part, ça va surstimuler le système nerveux et en plus, ça va bloquer les symptômes de fatigue. Donc, si aujourd'hui vous écoutez en vous disant, ah bah, je ressens pas trop cette fatigue, mais que vous buvez du café,
c'est moins fiable. C'est même pas fiable comme symptôme forcément la fatigue dans ces cas-là parce que vous bloquez le message qui vous fait ressentir la fatigue. Donc, bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais voilà, d'un point de vue facteur externe, tous ces facteurs plus comment je m'entraîne. Et si la réponse c'est bah voilà, je suis jamais en mode pause, je m'entraîne 5 6 enfin 6 ou même 7 fois par semaine, je bosse à fond, j'ai un boulot stressant, je bois du café, etc. On peut se dire que bon déjà il y a des causes probables pour qu'il y ait une fatigue nerveuse. Et d'un point de vue symptôme, que vous soyez en mode en fait tous les déséquilibres quoi, de le côté euphorique, électrique, tous les troubles de l'humeur, la fatigue, le manque d'énergie, les voilà les gros crashs et Mm. même tout ce qui est fringale sucré. On peut avoir voilà, plutôt un bec sucré qu'un bec salé et des choses comme ça, mais globalement, si vous avez des compulsions sucrées et que vous sentez que c'est vraiment compulsif dans le sens c'est mon corps qui réclame, c'est vraiment genre je sens que j'ai besoin de manger parce que sinon ça va pas, ça peut aussi être un signe bah, que votre corps il vous réclame tout simplement du fuel facilement utilisable et rapidement utilisable parce que lui il est en mode survie, il se dit ben il me faut de l'énergie là que je vais pouvoir utiliser et convertir tout de suite. Donc Mm. vraiment à partir du moment où c'est chronique et ou handicapant, Mm. ça doit vous alerter. Ok, je pense que c'est bien résumé à niveau de comment reconnaître que ton corps te parle en fait tout simplement et t'annonce qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas sécure pour lui. Que là en fait tout simplement tout ce que tu as décrit là c'est le corps qui cherche par des paramètres extérieurs hein, comme les compulsions sucrées et besoin d'excitants etc c'est qu'il a besoin d'un paramètre extérieur pour venir se sécuriser, pour venir s'apporter de la sécurité, mais sur un instant T, hein, donc c'est complètement éphémère, ce n'est pas une solution durable, c'est juste un phénomène réconfortant qui va apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de sécurité. Et en fait, justement, pour moi, ce mot sécurité intérieure, il a vraiment sa place dans notre bien-être, dans notre rapport avec notre corps, dans notre relation avec notre corps. Et on n'en parle pas suffisamment parce qu'on n'a pas appris, comme tu le disais, à l'école, à maîtriser notre corps et à le comprendre. On n'a pas appris à comprendre notre corps avec justesse. Hein, et je pense que vraiment, cette partie compréhension de son corps et justement la partie nerveuse qui est très très impliquée justement avec les hormones, est-ce qu'on pourrait faire un petit focus pour faire le lien entre stress, hormones et énergie, juste aller un petit peu plus loin pour expliquer un petit peu aux femmes qui nous écoutent pourquoi, tu vois, quand elles poussent trop la machine, c'est-à-dire qu'elles font trop de choses, que ce soit, tu vois, je vais donner un exemple parce que vraiment c'est frappant, hein, voilà. Vouloir trop s'entraîner, trop courir, parce que le message il est véhiculé aussi sur les réseaux qu'il faut il faut en faire toujours plus, et que moi je me bats dans ce discours pour dire non, il faut ralentir, au contraire, pour pouvoir progresser. Tu vois, je fais le lien, mais entre pourquoi trop pousser, c'est contre-productif, pourquoi en faire trop, c'est contre-productif, pourquoi ça fatigue encore plus en faisant ce fameux lien stress, hormones, énergie. Euh, on a voilà, besoin de, je pense, de compréhension fine sur ce sujet. Ouais. Je vais répondre avec une image, tu me diras si j'ai bien répondu à ta question, mais en gros, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est important, je trouve, de le comprendre et de comprendre comment marche son corps, parce qu'ensuite, on peut l'utiliser à notre avantage et à bon escient. Et moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, c'est que le message, c'est pas juste, il faut pas en faire trop, il faut ralentir, etc. C'est comprendre comment fonctionne le corps, et qu'en gros, on a la capacité de s'adapter à partir du moment où on reste dans cette zone d'adaptation, où on reste dans cette zone dans laquelle le corps peut s'adapter. Si on est trop en dessous, on n'expose pas le corps à un stress suffisant pour qu'il s'adapte et notamment pour qu'il progresse. Si on est trop au-dessus et qu'on dépasse ses capacités d'adaptation, on est contre-productif à nouveau parce que là, on va l'épuiser. Donc, on se rapproche de l'épuisement, de déséquilibre, de problèmes de santé et voire de la blessure. Et c'est vraiment valable à tous les niveaux. C'est valable au niveau des tissus. Donc, quand on court, on met de la tension et de la contrainte sur nos tendons, sur nos genoux, sur nos muscles, etc. Si cette dose d'entraînement, elle est mesurée,
le tendon, les muscles, ils vont devenir plus forts, on va progresser en sport parce que le corps, on l'expose à un stress. Donc lui, il se dit, bah, je vais devoir devenir plus fort pour m'adapter, et c'est comme ça qu'on progresse. Je mets un stress, je laisse reposer, récupérer. Je mets un stress, je laisse se reposer, récupérer. Donc, pourquoi en faire trop, ça devient contre-productif? Parce qu'on dépasse cette zone d'adaptation et du coup, on n'est plus dans une progression, on passe en mode survie. Là où, si on reste, on expose le corps à un stress, dans notre sport, un stress auquel il peut s'adapter, et ensuite, on lui laisse un temps de récupération pour qu'il s'adapte et qu'il soit capable de à nouveau encaisser un nouveau stress, euh, là, on va être dans une zone de progression. Du coup, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si vous arrosiez une plante. Si vous mettez trop d'eau d'un coup par rapport au vase que peut contenir la plante, ça va déborder. Tout le stress de la vie de tous les jours, donc si je mange pas assez, je dors pas assez, j'ai une charge mentale pas possible, j'ai un tempérament anxieux qui fait que le filtre à travers lequel je vois le monde me fait percevoir les événements comme plus dangereux que ce qu'ils sont probablement réellement. Donc là, ça va aussi jouer sur le stress. Euh, tout ça va déjà remplir mon vase et va faire que j'ai une capacité d'adaptation à l'entraînement qui est vraiment moindre. Et du coup, je vais pouvoir mettre vraiment beaucoup moins de stress lié à l'entraînement. Donc, je vais moins progresser dans mon sport et je vais beaucoup plus vite être dans une zone rouge. Que si je mange suffisamment, que je fais attention à ma récupération, à mon sommeil, etc., je vais avoir vachement plus de marge pour absorber un Mm. stress lié à l'entraînement, qui est un stress qui est vachement plus plaisant, qui participe à mon épanouissement et à faire voilà, que j'aime enfin voilà, j'aime ce que je fais. Et je trouve que c'est hyper intéressant de le voir sous cet angle-là parce qu'on se dit du coup, en fait, le sport, c'est jamais le problème tout seul, sauf si évidemment vous commencez le sport du jour au lendemain directement 5-6 fois par semaine avec des grosses doses. Bon, bah là, on dépasse les capacités dans le sport purement et proprement. En dehors de ça, c'est toujours une question de contexte et c'est quelles sont mes capacités d'adaptation et de quelle charge de stress je peux encaisser euh, quand j'arrive au sport. Comment il est mon vase? Est-ce qu'il est déjà plein à ras-bord où je peux rien encaisser? Ou est-ce que j'ai une grosse marge d'adaptation d'un point de vue du système nerveux et du coup, je vais pouvoir mettre plus de stress dans la case entraînement qui va me faire progresser dans mon sport et du coup qui va participer à mon bien-être. Donc, je dirais que c'est jamais voilà, le sport isolé le problème, c'est le sport en parallèle de ce que je fais à côté. Et du coup, il y a des femmes qui s'entraînent de manière raisonnable quand on regarde que l'entraînement, mais en fait, par rapport à leur vase à elles, c'est déjà trop. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas capable d'encaisser plus d'entraînement ou que voilà, vous n'êtes pas capable de vous entraîner autant que le voisin ou la voisine, c'est que vos capacités d'adaptation, votre élastique à vous, il est déjà méga en tension. Votre vase, il est déjà méga plein. Et du coup, le fait de rajouter même une toute petite contrainte de stress via le sport, ça devient quelque chose de Mm. délétère. Alors que dans un contexte où le vase aurait été moins plein ou l'élastique moins en tension, ben, cette même quantité de sport, elle aurait été hyper positive. Mm. Je sais pas du coup si j'ai répondu à ta question. Ouais. En fait, tu as répondu à la question totalement parce que quand on voit effectivement que c'est une question de contexte, en fait, c'est une question de resituer les choses dans leur contexte et pas seulement de prendre, comme pourraient le prendre mes clientes, en fait, qui arrivent, enfin, qui viennent me parler, que ce soit mes clientes éclat de soi ou celles avec qui je parle sur les réseaux. Euh, elles voient en fait leur, euh, leur performance euh, en course à pied stagner. Elles voient qu'elles sont bloquées, elles sont limitées, mais comme elles n'ont pas ce recul que tu nous apportes aujourd'hui, en resituant les choses dans leur contexte, elles vont se dire, et elles vont porter toute leur valeur, mais ça c'est encore un autre débat, mais elles vont porter toute leur valeur sur leur performance, donc elles vont se dire, elles vont faire le chemin direct de, ah bah voilà, je m'entraîne, je me donne toute cette peine, parce qu'en vrai, courir, tu vois, c'est énergivore et tout, c'est fatigant. Je me donne toute cette peine, je m'épuise et tout. Tout ça pourquoi? Pour pas avoir de progrès. Et puis en plus, je suis encore plus fatiguée. Et puis en plus, j'ai des petites douleurs, des trucs, des blessures à droite à gauche. Et elles sont toujours pas heureuses en fait. Et donc, le fait que tu puisses parler de ça et de dire faut remettre les choses dans leur contexte, c'est ben oui, mais est-ce que tu as fait attention à
à ton alimentation? Est-ce que tu manges suffisamment pour récupérer? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce qu'il y a eu un événement extérieur? Est-ce qu'il y a, il y a des émotions fortes que tu vis en ce moment que tu laisses complètement de côté parce que tu portes le couvercle et que t'as pas notion que tout ça, ça te génère un stress énorme et que du coup, t'as pas la place pour rajouter un stress lié à ton sport, alors que si tout simplement la jauge autour de ton hygiène de vie et ta récupération était un petit peu plus diminuée en termes de stress, bah du coup le stress il pourrait avoir, comme tu l'as dit, plus de marge pour te permettre de progresser et que c'est pas forcément que tu manques de volonté et que ce que tu fais c'est pas bien et que t'es nul. C'est le message que je veux délivrer aussi parce que elles se dévalorisent à mort et elles se disent bon bah voilà, elles font le lien direct. Je m'entraîne, j'y arrive pas, je progresse pas, donc ça veut dire que je suis pas faite pour ça et que je suis nulle. Ouais, Alors que exactement. rien à voir. Non, et je pense Donc, que c'est hyper important de mettre la lumière là-dessus. Et moi, c'est un discours que j'ai régulièrement en consultation et c'est l'occasion, justement, cet espace de consultation avec les sportifs et même dans les programmes, c'est de se dire, OK, on dézoome et le sport, ça doit être quelque chose qui sert votre vie et pas qui dessert votre vie. Donc ça, c'est une première chose, c'est se dire comment le sport, il peut être au service de ma vie, que ce soit de ma santé, de mon bien-être mental et de ma confiance en moi. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part dans l'ensemble de l'image. Mais c'est déjà hyper important, voilà, de dézoomer, de se dire, mais est-ce que ça me rend heureux de faire ça? Parce que si ça me rend pas heureux et que ça me dessert sur, que ce soit en plan santé, physique, mental, émotionnel ou même confiance en moi, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, faut mettre pause, faut dézoomer et se dire, qu'est-ce qui va pas? Je pense mm, aussi que, et ça c'est un travail que je fais souvent faire et c'est des choses que je m'applique à moi-même et par lesquelles je suis passée et voilà, c'est aussi des années de consultation qui font que j'en arrive aujourd'hui à expliquer ça de cette façon-là et j'ai été moi dans cette position où j'en mettais toute ma valeur sur mes performances et j'étais épuisée et je me lynchais en me disant ouais, mais voilà. Et donc c'est juste pour dire aussi que je parle pas comme un livre ouvert, voilà, je sais comme c'est difficile et comme c'est hyper difficile de s'appliquer à soi et j'espère que mm, voilà, ce type d'épisode, ça peut justement permettre de mettre pause et de dézoomer un peu là-dessus. Et je pense aussi que enfin, le problème, le point, c'est que dans le sport, les performances, c'est mesurable. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se comparer ou de viser voilà, un résultat en soi. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que je pense que c'est hyper important de définir, et je crois il me semble qu'on l'a fait ensemble aussi, qu'est-ce qui, pour moi, dans ma vie actuellement, est important? Qu'est-ce qui mm, participe à mon épanouissement? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et c'est un classement, un podium qui va changer au fur et à mesure des mois, des années, parce que ben, on va avoir des périodes, on va se dire, là, je sens que voilà, j'ai mon business qui décolle ou professionnellement, j'ai une opportunité, ça me prend beaucoup d'énergie, ça m'épanouit, je m'éclate à faire ça et à mettre de l'énergie là-dedans, ou parfois même, j'ai pas forcément le choix, mais en ce moment, mon boulot me demande d'être performant, ça va me demander l'énergie. C'est important pour moi que ça fonctionne. Chez certaines femmes, ça va être la famille, ça va être d'être présent pour ses enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Pour d'autres femmes, pendant une certaine période, ça va être peut-être le couple qui va occuper la première place en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, etc. Et peut-être que ça va être le sport. Peut-être que vous allez vous dire, bah là, cette année, voilà, j'ai envie de me faire un kiff, de me lancer des défis, de m'inscrire à des courses et de voir jusqu'où je peux aller en termes de performance sportive. Et ce qui est important, c'est ensuite d'être en cohérence dans l'exigence que vous avez avec vous-même en termes de résultats et d'énergie dépensée en fonction de ce qui est important pour vous aussi. C'est de se dire si mon top 1, c'est ma famille, mes enfants, mon top 2, c'est ma sœur professionnelle et mon top 3, c'est le sport, c'est pas cohérent de se dire je suis pas excellente et première et j'ai pas des résultats de malade dans le sport euh, et de dépenser toute votre énergie dans le sport au détriment de votre famille par exemple et de votre travail. Donc c'est aussi, je pense, faire ce petit travail de dézoomer à nouveau et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, quelle place a le sport, ce qui n'empêche pas de se fixer des objectifs, mais juste avoir en tête que il y a les objectifs du sport, mais il n'y a pas que le sport sur l'image de ce qui me rend heureuse, il y a aussi ma famille, il y a aussi mon travail, et il mm. faut que je trouve un moyen de fixer des objectifs dans mon sport qui soient au service des objectifs que j'ai dans ma vie de manière générale.
Tout à fait, tout à fait. Et j'aide justement les femmes que j'accompagne à trouver leur équilibre et à prioriser les choses. Et tu vois, ça me fait penser à un atelier que j'ai fait faire à mes clientes il y a pas longtemps, quand je leur fais faire des ateliers de groupe, tu vois. Et je leur disais, ok, maintenant vous allez dessiner sur une feuille une pyramide. Et en bas de de la pyramide, ça va vraiment être votre non négociable avec vous-même. C'est vraiment ce qui Mhm. est de l'ordre d'une priorité pour vous dans votre quotidien. Et je leur faisais faire ça pour jour par jour, tu vois, pour qu'elles vraiment, elles mettent des priorités, des focus sur leur journée. Et c'est ce que tu m'as fait aussi comprendre quand on s'est eu au téléphone et que je te parlais de mes symptômes digestifs et tout ça, qui me pourrissent la vie, hein, clairement, voilà. Bah en fait, le fait de me dire, bah voilà, faut que tu régules ton système nerveux, que tu t'accordes des temps de pause, etc. Étant donné que je suis ultra passionnée par ce que je fais, de mon activité professionnelle, tout ce que je peux apporter comme valeur, transmettre mes connaissances, coacher, etc. Voilà, c'est ma fibre. Mais autant que j'ai de la passion pour la course à pied et pour le fait de faire du sport, de danser aussi. Enfin voilà, je cumule deux passions. Mais cette année, je sais que mon premier trimestre 2026, il me demande beaucoup d'énergie sur le plan sportif puisque je prépare un marathon. Et le fait de m'avoir remis les pendules à l'heure, même à moi, alors que c'est ce que j'enseigne à mes clientes, donc c'est pour dire, on est tous logés à la même enseigne et pour soi, on a toujours plus de mal à appliquer les choses. 100%. Mais vraiment, quand tu m'as dit, bah voilà, dans ton compte rendu, que tu acceptes où sont tes priorités et que tu sois OK avec le fait que il y a des priorités du jour et que si t'as tes domaines, ton domaine pro et ton domaine sportif qui est aussi important pour toi, il y en a quand même un qui prend le dessus, forcément, au niveau de l'équilibre. Le stress que tu veux donner à ton corps en fonction de tes objectifs, quoi. Et moi, je me suis vraiment dit, à partir de là, ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, ok, oui, ton objectif 1, cette année, en tout cas jusqu'au 19 avril, que tu cours ton marathon, c'est de prioriser ta récupération, de prioriser ton alimentation, ton entraînement, pour qu'en fait mon entraînement soit au service justement de mon épanouissement personnel et que je m'y retrouve quoi, sur les objectifs que je me fixe à ce niveau-là. Et je sais que sur le côté professionnel, voilà, il y a un temps pour tout en fait. Et je trouve que faire cette pyramide de priorités en fonction des différents domaines de sa vie, c'est super libérateur parce que ça permet en fait de lâcher prise aussi. Complètement, et de revoir ce classement régulièrement, et c'est rien de plus dur que de s'accompagner soi-même. Et moi-même, avec moi-même, je fais attention, et c'est l'avantage d'avoir des consultations, parce que des fois je m'entends parler, je me dis, bah, peut-être que je le refasse pour moi aussi, tu vois. Donc c'est génial de voilà d'accompagner les personnes, et pour autant bah, c'est pas facile toujours de le faire pour soi. Mais effectivement, comme tu dis, ça permet d'enlever la pression aussi. Et là où je veux en venir aussi, c'est de se dire oui, c'est mesurable, il y a les temps en course à pied, etc. Mais de moins mesurable, il y a le temps de qualité que vous avez passé avec vos amis, avec votre famille. Il y a ce que vous avez accompli d'un point de vue professionnel. Il y a peut-être des moments aussi où il y a la manière dont vous avez pris soin de vous. Peut-être que, enfin, tout ça, c'est des victoires aussi. Le fait de savoir ralentir, c'est une victoire. Donc, c'est pas regarder que la performance sportive et baser tout son bien-être sur, enfin, voilà, tu vois, les conclusions que tu observais, qu'on a tendance à tirer de je progresse pas, donc je suis nulle, etc. C'est prendre le contexte global de ce qui me rend heureux, le contexte global de où j'investis mon énergie, le contexte global de ce qui me génère du stress. Et il y a peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience avant aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de choses que j'ai pas évoquées. Euh, mais voilà, ça ferait beaucoup tout ce qui est le fait d'avoir un niveau d'inflammation qui est assez haut, les troubles digestifs, ça va aussi solliciter le système nerveux. Donc voilà, dézoomer, comprendre tout ça et se dire ensuite comment est-ce que je peux prendre soin de mon système nerveux au maximum dans ma vie de tous les jours pour pouvoir me challenger dans des choses qui participent à mon épanouissement et pas dépenser de l'énergie dans du stress qui me sert pas, qui va plutôt me drainer,
plutôt m'exposer à du stress dans mon sport qui me challenge, hein, c'est un truc qui me plaît, dans mon boulot, à dépenser de l'énergie, voilà, pareil, investir dans ma famille, dans tout ce qui m'intéresse et reprendre un petit peu le contrôle là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Et justement, je trouve que ça fait une belle transition sur les solutions qu'on va pouvoir concrètement donner à toutes ces femmes qui nous écoutent. Donc, si une femme est épuisée, par quoi est-ce qu'elle doit commencer concrètement? Comment calmer le système nerveux au quotidien, justement? Par quoi est-ce qu'on commence? Je dirais par essayer de comprendre dans votre cas, à vous, là où les causes, quelle accumulation de causes de stress a causé la fatigue. Parce que si c'est parce que vous êtes jamais en mode pause, par exemple que vous avez un stress constant, une charge mentale constante, etc., bon bah il va falloir travailler sur cet axe-là. Si vous faites des pauses, que vous dites mais en écoutant, mais punaise, je comprends pas, enfin justement moi je fais attention à ma récup, etc., mais je suis dans cet épuisement, mais que vous mangez pas assez de manière importante depuis des années, pour vous, la cause, ça va être je mange pas assez. Donc la solution, elle va être plutôt d'un point de vue métabolique. Donc je dirais dans un premier temps, évaluer un petit peu les différentes, voir comment je m'entraîne. Est-ce que je prends de la récup? Est-ce que je mange suffisamment? Comment est mon rythme de vie? Euh, Si vous êtes quelqu'un de très anxieux, ben, travailler un petit peu justement sur cette anxiété, faire un travail un petit peu plus sur la partie inconsciente du cerveau qui filtre les événements et la manière dont on les vit et dont ils nous impactent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense une habitude qu'on peut toutes mettre en place, c'est vraiment essayer de se dire quels sont les moments qui me rechargent. Quelles sont les activités qui me rechargent, les activités au cours desquelles vous avez l'impression que votre barre de vie, si on était dans un jeu vidéo, elle se Mm. recharge. Euh, Ça peut être la marche, de fait de passer du temps en extérieur. Personnellement, je pense que c'est vraiment ce qui marche le mieux avec moi et ben, j'ai l'habitude de vivre dans un cadre extérieur en plus qui est plein de nature et qui est très chouette. Mais ça Tout va être pareil, tout ce hein. qui est... Ouais. Ouais, puis toi, en plus, t'as le chien, si je dis pas de bêtises, qui fait que du coup, tu passes, tu passes naturellement du temps dehors aussi. Euh, Et oui, si vous avez du mal à ralentir et justement à faire des pauses, bah prenez un chien, je vous assure, ça change la vie. Parce que du coup, vous vous calez sur son rythme de balade. Voilà, si vous marchez pas suffisamment, là, vous allez mettre du mouvement dans votre quotidien, vous allez pouvoir aller en nature et tout. Enfin, moi, vraiment, mais c'est game changer sur mon équilibre nerveux, je le trouve grâce à l'équilibre. En fait, ma chienne m'équilibre, hein. Vraiment, c'est un. Moi, pour moi, ma chienne, c'est un pilier, c'est un allié avec moi de bien-être, quoi. Donc, vraiment, petit message, si vous savez pas comment faire, que vous êtes assez anxieuse sur le plan nerveux, prenez un chien. on Voilà. rajoutera un petit disclaimer, tu Donc, sais, oui, prendre un je te chien. laisse continuer. Ok. Je te rajouterai un petit disclaimer, genre prendre un chien entraîne des responsabilités, Vraiment. attention, mais clairement, ouais, ça fait partie des piliers et les animaux nous balancent aussi sur d'autres plans. En dehors de ça, et peut-être moins contraignant dans certaines situations, il va y avoir tout ce qui est activité créative, que ce soit de la peinture, de la lecture, de la poterie, le chant, le fait de lire, euh, le fait d'aller se faire masser, ou même l'automassage, le fait de revenir dans son corps aussi. Ça va permettre de revenir dans l'instant présent et de sortir de ce mode Mm. automatique, justement. Euh, voilà, de se dire en fait, ou même de passer du temps avec certaines personnes qui nous rechargent, mais je pense que ce temps n'arrive pas si on ne le fait pas arriver en quelque sorte, si on bloque pas de créneau. Donc un conseil que je donne souvent, c'est le dimanche soir quand vous planifiez votre semaine ou peu importe comment vous fonctionnez, mais vous dites-vous où est-ce que je bloque des créneaux, est-ce que je crée une routine et je vous encourage vraiment vivement à créer une routine le matin. Ça n'a pas besoin d'être long, mais si vraiment vous n'avez pas de temps et que vous n'arrivez pas à en dégager, juste commencer la journée en conscience et se dire, voilà, c'est quoi mon intention pour la journée, prendre quelques respirations, commencer dans son corps et commencer présent plutôt que de sortir du lit et de courir partout, etc. Ça peut aussi juste être prendre un tout petit peu plus de temps dans la salle de bain, prendre le temps de mettre de la crème en conscience, toutes ces choses-là, ça va vraiment sécuriser le système nerveux. Donc, ça va passer à travers des routines et à travers peut-être, si vous le pouvez aussi, des créneaux plus longs. En vous disant, bah, ce jour-là, entre midi et deux, je me bloque 2 heures, je sais que j'ai pas de boulot, je coupe mon téléphone. Ça peut être le week-end et chacun fait en fonction de sa vie, de ses obligations aussi. Mais
faites en sorte d'avoir des créneaux qui vous rechargent et qui vous rechargent un peu sur tous les plans. Vous arrivez à récupérer à la fois d'un point de vue nerveux, d'un point de vue enfin physique, je veux dire, et d'un point de vue Aïe, aïe, mental aïe. aussi. Et ça va passer bien sûr par l'entraînement et le fait d'avoir des pauses et un entraînement qui soit bien sûr équilibré avec des phases de récupération qui permettent de recharger ce système nerveux. Et en gros, c'est comme si la plante buvait l'eau que vous lui avez donnée, vous rechargez le système nerveux pour que vous soyez à nouveau capable d'absorber une charge de stress. J'ai l'impression que j'ai perdu Manon. Il faudra couper là, hein. Bon, je vais continuer au cas où ça enregistre pendant ce temps. Je sais pas si tu m'entends, Manon. Mais un des autres piliers importants aussi, ça va être, comme on l'a vu, l'alimentation. Le fait de manger assez par rapport à ses besoins. Donc ça, c'est hyper important d'aller évaluer et d'aller doser, ouais, évaluer vos besoins en fonction de votre sport, en fonction de votre taille, de votre poids, de votre sexe et de votre dépense aussi en dehors du sport pour comprendre un petit peu quels sont les besoins. Enregistrement. Yes. Du coup, en termes de solutions, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait mettre en place du temps off pour soi et notamment de passer du temps avec des personnes qui nous rechargent, en l'occurrence donc la puissance de l'entourage aussi, et que si on prend pas ce temps-là dans l'emploi du temps, clairement on le fait pas. Donc tu parlais d'une routine à mettre en place le dimanche soir. Du Exactement. coup. En fait, de s'assurer de dégager du temps pour ces activités qui nous rechargent et pour ces moments qui nous rechargent parce que si on les bloque pas, malheureusement, ils n'arrivent jamais. On est toujours pris à faire d'autres choses. Alors que si on sait exactement, voilà, c'est souvent je dis de bloquer ça comme un non négociable, comme un rendez-vous professionnel ou comme un rendez-vous médical et se dire ce créneau-là, à moins qu'il y ait vraiment une extrême urgence, c'est un créneau dans lequel je dis non et je me bloque et je me le voilà, transformer la récup plutôt que de ce soit quelque chose qu'on maudit ou qu'on repousse un peu, transformer ces moments en moments dont on a hâte en fait de se dire waouh, enfin je vais apprendre à ralentir, à prendre soin de moi parce que quand on est habitué à être un peu dans, dans un chaos permanent et avec un système nerveux qui est hyper stimulé, c'est pas forcément agréable de ralentir au début. Et il n'y a que quand on ralentit qu'on arrive à y prendre goût. Donc vraiment, se forcer à apprendre à aimer ça et à remplir ces créneaux euh, avec ce qui vous fait du bien, trouver ce qui fonctionne avec vous de manière à ce que d'une part, vous ayez hâte et d'autre part, ça devienne un pilier en fait et vraiment un moment régulier bloqué. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, il faut aussi bloquer ces créneaux récup dans le sport et l'entraînement sportif à proprement parler et bien comprendre que dans le sport, ces moments de récupération font partie de la progression. C'est Mm. pas le corps ne progresse pas, enfin le Mm. corps même progresse une fois que, à condition qu'on lui ait appliqué un stress qui le challenge, sans dépasser ses capacités d'adaptation, et quand on lui laisse cette période de récupération. Donc c'est Mm. vraiment se dire, quand je me repose, je récupère, et c'est même parfois plus agréable et plus confortable que quand on fait l'effort sportif en lui-même, et c'est tout aussi important. Tout à fait, et c'est, je pense, jamais de trop de le dire et de le rappeler parce que c'est pas quelque chose d'inné, clairement, dans nos fonctionnements à tous, et notamment quand on a beaucoup de stress et de charge mentale au quotidien, le fait de s'accorder ces moments-là peuvent
ça peut être inconfortable au début, mais ça peut permettre d'avoir du coup une meilleure régulation du corps et donc des bénéfices sur du long terme et du confort surtout sur du long terme. Donc voyons les choses de ce prisme-là, les filles, et commencer à mettre en place des choses. D'ailleurs, justement, quelles seraient les 3 actions simples que tu pourrais nous partager à faire dès demain? Si tu devais nous donner 3 actions simples, un protocole à faire très simple pour que les filles puissent le mettre en place, ça serait quoi? Pour, pour réguler son système nerveux et faire en sorte de ne pas être épuisé. Ah là là, 3, je suis balance, ouais, donc c'est dur de choisir 3. Je dirais, Choisir, c'est renoncer, Marion. J'aime pas tes questions. Non, je plaisante, c'est une excellente question et c'est bien de justement dégager 3 parmi l'océan de choses qu'on a pu partager. Je dirais ce dont on vient de parler, je pense que ce dernier point, en fait, il est essentiel une fois qu'on a compris un peu l'importance de ça, c'est se dire comment en fait, ce qui va garder le système nerveux en santé, c'est cet équilibre et cette capacité à avoir des moments qui nous demandent d'être dans l'action, des moments où on récupère. Ça, c'est vraiment une base. Donc, c'est se dire quels sont les moments où je récupère, qu'est-ce que je bloque, quelles décisions je prends, qu'est-ce que je m'engage avec moi-même à mettre en place comme moment, comme créneau qui me permettent d'être dans l'instant présent parce que le fait d'être dans l'instant présent va justement nous aider à réguler le système nerveux. Donc, parmi tout ce qu'on a cité, il y avait voilà les activités créatives, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être du yoga, le fait de passer du temps dehors. Choisissez ce qui vous plaît, vous attire. Testez des choses si vous n'avez aucune idée de ce qui vous régule, mais faites en sorte de bloquer des créneaux, que ce soit une routine du matin, du soir et ou des créneaux plus longs dans la semaine. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première action à mettre en place. La deuxième, je dirais peut-être faire l'exercice dont on parlait de qu'est-ce qui est important pour moi dans cette saison de ma vie, qu'est-ce qui participe à mon épanouissement, qu'est-ce qui compte pour moi en priorité, et est-ce que l'énergie que je dépense et que j'investis et l'exigence que j'ai par rapport aux résultats ou peut-être l'ambition aussi dans les résultats que je me fixe dans chacun des domaines est en cohérence si je mets tout ça sur une image globale. Parce que cette clarté va vous permettre d'être peut-être moins dur ou plus à l'écoute dans certains domaines en vous disant, voilà, là, je sais que le sport en ce moment dans ma vie, c'est en top 3 ou en top 4. Donc, j'enlève un peu de pression de me dire, OK, je regarde pas que mon résultat de temps de course, je regarde aussi tout ce que j'ai accompli à côté et qui m'épanouit. Et si à l'inverse, c'est en top 1, c'est se dire comment je peux organiser le reste de ma vie, peut-être communiquer avec mes proches, peut-être me fixer des objectifs moins ambitieux professionnellement pour qu'à nouveau, le sport soit un pilier dans ma vie, à mon épanouissement, à ma santé. Donc, je dirais en 2, cet exercice peut-être de tri. Ouais. Et en 3, d'un point de vue plus sportif, s'assurer d'avoir le pilier, enfin la triade alimentation, de manger voilà, de manger en fonction de vos besoins, de prendre le temps d'évaluer d'une part vos besoins, votre dépense énergétique journalière en moyenne en fonction de votre activité sur une semaine, par exemple, et de s'assurer qu'il y a une cohérence avec ce que vous consommez actuellement. Et si ce n'est pas le cas, de rééquilibrer ça, de retrouver une base. Ça ne veut pas dire compter ses calories sur du long terme, mais c'est un minimum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est sportif, ça a énormément de bienfaits, le sport. Pour autant, on place notre corps, on demande plus à notre corps que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Et du coup, c'est le minimum qu'on doit à notre corps aussi, de lui apporter ce qu'il a besoin pour effectuer ce sport en parallèle. Donc, c'est vraiment apprendre à comprendre ses besoins. Et c'est une chose qui se fait qu'une fois, entre guillemets. Ça demande un peu de temps et un peu d'investissement, mais par contre, une fois qu'on se connaît, qu'on comprend ses symptômes, qu'on comprend ses besoins, tout se passe mieux. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, de se dire, prendre le temps d'évaluer ses besoins dans les semaines qui arrivent là et d'être sûr d'y répondre. Oui, très bien, c'est des très bons conseils et je pense qu'effectivement, c'est quand même très clair, et concret donc on a de bons outils, qu'on peut toutes faire et on peut être actrice, de notre corps et de notre bien-être à ce niveau-là, grâce à tes précieux conseils. Et je pourrais même rebondir sur le fait que si
vous ne savez pas comment le faire et parce que c'est OK de ne pas savoir par où commencer. Qu'est-ce qui doit être priorisé? C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'ailleurs même, vous n'avez pas l'habitude de vous choisir et du coup de mettre votre santé au service de votre bien-être pour vous-même. Si vous ne savez pas comment choisir et comment vous prioriser, eh ben, tournez-vous vers des professionnels qui sont formés, qui sont spécialisés et qui vont vous aider à passer et à traverser toutes ces cascades, tout ce chaos hormonal, ce chaos nerveux, cet épuisement que vous traversez. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas normal d'être dans une fatigue chronique comme ça en permanence et de ne pas voir enfin, en fait, au bout des choses, vous avez le droit d'être bien et vous méritez de l'être, de vous autoriser à être en pleine forme et à être heureuse. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, bah, n'hésitez pas à vous tourner vers moi si bah, ce podcast vous a parlé et que vous sentez que c'est le moment pour vous d'être tenu par la main et d'être accompagné. C'est important de se sentir soutenu, de se sentir guidé dans ces périodes-là. Moi-même, j'ai pu profiter de Marion pour me donner des clés précieuses pour mon propre corps et voilà, que ce soit Marion qui nous a donné énormément de valeur aujourd'hui, ou que ce soit moi ou d'autres professionnels en tout cas, mais trouver ne lâchez pas et chercher un professionnel qui va matcher avec votre énergie et qui va vous permettre d'avancer clairement sur du long terme. Voilà. Donc, pour une performance durable avec vous-même. Je terminerai peut-être ce podcast, Marion, en te demandant si tu pouvais glisser un message dans la poche de toutes les femmes épuisées aujourd'hui qui nous écoutent, tu leur dirais quoi? Alors, je leur dirais de prendre soin d'elles. Prenez soin de vous et ouais, je pense que c'est important d'insister sur le fait que, un, c'est jamais dans votre tête et il y a toujours des solutions. Enfin, deux, il y a toujours des solutions et ce qu'il faut, c'est juste comprendre, en fait, et quand on comprend la cause, on trouve les solutions qui vont avec et peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre cas, on vous a dit qu'il y avait rien sur une prise de sang ou quelque chose comme ça et que du coup, bah, fallait juste se reposer et c'est juste, selon moi, une enquête qui a pas été assez complète. Donc, s'il y a des symptômes qui sont invalidants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, le corps parle et plus vite et plus tôt on fait équipe avec lui, mieux on s'en sort et mieux on performe avec notre corps et voilà, toujours essayer d'aller dans le sens du corps et de travailler avec lui que contre lui. Donc, le petit message global de ça, c'est voilà, prenez soin de vous, que ça implique de devoir effectivement consulter et faire appel à des professionnels. Parce qu'encore une fois, ce travail, l'avantage, c'est qu'en général, quand on travaille avec des professionnels qui ont ce côté de transmission, justement, et je pense que c'est bah, clairement ce que tu fais aussi, de donner les outils, d'autonomiser. Ensuite, on a cette connaissance de soi, de nos besoins, et hop, on est remis sur notre rail et ça roule pendant, pendant des années et c'est quand même beaucoup plus plaisant de vivre Ouais. sa vie en ayant de l'énergie, en ayant une humeur qui est stable et en pouvant, bah, voilà, en progressant dans son sport, en étant au clair sur ce qui nous rend heureux plutôt que de subir et d'être dans un mode survie. Donc vraiment, prenez soin de vous. C'est clair, je suis totalement alignée avec ça, effectivement. Et il faut vraiment comprendre que un corps en survie ne peut pas performer. Et je pense qu'on pourra terminer vraiment ce podcast avec ce message. C'est un corps en survie ne peut pas performer. C'est la régulation va précéder toute la transformation que vous souhaitez avoir avec votre corps, que ce soit dans un objectif esthétique, de performance en endurance, de performance en poids ou n'importe quoi que vous voulez faire. Si vous cherchez à vous challenger et à réaliser vos ambitions sur le plan sportif en tout cas, ou même dans d'autres domaines de votre vie, tant que vous n'êtes pas régulé, vous ne pourrez pas faire ça puisque du coup vous allez toujours à l'encontre de votre corps et vous ne composez pas avec lui réellement. Donc voilà, un corps en survie ne peut pas performer, n'oubliez pas ça, retenez ça et pour tout le reste, vous avez pas mal de tips à mettre en place dès maintenant. Donc, j'espère que ce podcast vous aura aidé les filles à déjà avoir de la compréhension et sur cette compréhension, de savoir comment l'appliquer pour vous-même. En tout cas, merci Marion pour cet échange hyper riche. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures.
Mais on s'arrêtera là, en tout cas pour aujourd'hui. Je te propose qu'on se retrouve pour d'autres aventures sur d'autres sujets, en tout cas. Et puis ben, je sais pas, je pense que je vais couper là, mais mais on se dit à bientôt et puis merci en tout cas. Merci à toi, Manon, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Attends, j'arrête l'enregistrement. Hop. Si tu te reconnais dans cet épisode, si tu te sens fatigué, bloqué, dépassé, je veux que tu retiennes une chose essentielle. C'est que tu n'es pas cassé, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas en retard. Simplement, ton corps essaye de te protéger et que aujourd'hui, tu peux arrêter de te battre contre lui et tu peux commencer à l'aider petit à petit à ton rythme. Marion, merci pour cet échange tellement précieux. Et à toi qui écoute, prends soin de ton système nerveux comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à une femme qui en a besoin. Et si tu veux continuer à te reconnecter avec ton corps, eh ben, abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt!